Bonsoir à tous. Vous avez tous entendu parler depuis le milieu de la semaine de l'incroyable procès de l'hormone de croissance qui vient de s'ouvrir à Paris. 111 décès, 250 parties civiles et 7 prévenus, avec des détails effarants dès qu'on ouvre le dossier. Nous y consacrerons une bonne partie de cette émission. Mais auparavant, nous évoquerons les doutes qui planent actuellement autour du vaccin contre l'hépatite B. Les responsables des 2 laboratoires l'ayant commercialisé viennent d'être mis en examen pour tromperie aggravée. C'est pourquoi nous avons intitulé cette émission ce soir le procès des vaccins dangereux, et voici les invités qui ont accepté d'y participer. Marc Girard est médecin pharmacologue, vous êtes consultant dans l'industrie et pour l'industrie pharmaceutique. Vous avez été expert auprès des tribunaux dans les 2 affaires qui nous concernent ce soir et vous êtes l'auteur de plusieurs rapports d'expertise sur le vaccin contre l'hépatite B. Robert Cohen est lui médecin pédiatre et infectiologue. Vous représentez ce soir l'ensemble des sociétés et associations savantes pédiatriques de France. Vous êtes par ailleurs coordinateur du réseau sur les vaccins dans notre pays. Bernard Faux est lui avocat au barreau de Paris. Vous défendez de très nombreuses parties civiles, aussi bien dans le procès de l'hormone de croissance que dans l'affaire du vaccin de l'hépatite B, actuellement à l'instruction. Enfin, Janine Goherian est-elle présidente de l'association des victimes de l'hormone de croissance. Vous êtes partie civile dans le procès qui vient de s'ouvrir. Votre fils Eric est mort de la maladie de Creutzfeldt-Jakob à l'âge de 24 ans. Il avait suivi un traitement à base d'hormone de croissance, un drame que vous racontez dans votre livre « Ils ont tué mon fils 2 fois », paru chez Bourrin Éditeur. Robert Cohen, on va commencer par quelque chose d'assez simple. Des parents forcément nous écoutent ce soir et ils se posent forcément aussi des questions sur les vaccinations. Qu'avez-vous à leur dire ? Je crois que ce qu'à leur dire, c'est que d'abord, il faut les rassurer. Il n'y a pas peu de choses qui ont fait protéger autant de gens que les vaccins sur cette terre. Il y a eu l'hygiène, puis il y a les vaccins. C'est beaucoup plus important que les progrès qu'ont pu être les antibiotiques. Et qu'aujourd'hui, on a des calendriers vaccinaux qui sont bien construits, qui nous protègent contre un nombre considérable de maladies. Et qu'il faut surtout continuer à vacciner les enfants et les adolescents. Vous incluez l'hépatite B dans tout ça ? Bien sûr que j'inclus l'hépatite B selon les recommandations dans notre pays, bien sûr. Comment expliquez-vous qu'au même moment... Alors d'abord, très sincèrement, moi en tant que journaliste, ça fait des années que je reçois des dossiers de gens qui nous disent « Monsieur Calvi, intéressez-vous à cette affaire. Il y a des problèmes, on a déclenché des scléroses en plaques, il y a des études qui sont faites qui sont extrêmement alarmantes. Voilà. Et on vient quand même d'avoir 2 mises en examen. Et comme toujours dans notre pays, ces mises en examen ne valent pas culpabilité, on est bien d'accord. Mais voilà, est-ce qu'il vous arrive de vous poser des questions ? Là, je reviens directement à ce qui nous préoccupe ce soir, c'est-à-dire ces vaccinations par millions qui ont eu lieu concernant l'hépatite B. Alors, si on prend le problème de l'hépatite B, aujourd'hui, il doit y avoir à peu près 200 pays dans le monde, 150 ont dans leur calendrier vaccinal l'hépatite B dans leur calendrier vaccinal. Plus de 100 pays ont un taux de couverture vaccinale supérieur à 80%. La polémique n'existe qu'en France. Il faut déjà se poser un problème. Quand on est une polémique franco-française pour un vaccin qui est administré à des milliards de doses, il faut déjà se poser un problème. Moi, je ne peux pas rentrer dans les problèmes juridiques, c'est des détails que je n'ai pas et où je n'ai pas plus de renseignements que vous. Ce que je peux vous dire, c'est que sur le plan purement scientifique, il y a eu 12 études comparatives dans la littérature qui ont essayé de montrer s'il y avait un surrisque chez les enfants et les adultes vaccinés contre l'hépatite B de sclérose en plaques ou de maladies démyélinisantes. 12 études. Sur ces 12 études, il y en a 11 qui ont conclu à l'absence de risque et une étude, la plus petite en taille, qui a montré un risque supérieur. Les 12 autres études n'ont montré aucune supériorité. Donc, le procès, je ne peux pas en parler, je n'ai pas les éléments. Mais ce que je peux vous dire sur le plan scientifique, pour les experts de la vaccination dans le monde entier, pour nous, nous n'avons pas d'arrière-pensée sur ce point-là. Il n'y a aucune étude. À aucun moment, vous n'avez eu, vous, dans votre pratique pédiatrique et dans les responsabilités qui sont les vôtres, parce que on se dit toujours, comment dire ça, les médecins, et en particulier les pédiatres qui connaissent les bienfaits de la vaccination, hésiteront toujours à nous dire qu'il peut y avoir ponctuellement un problème, parce qu'ils savent par ailleurs que les vaccins ont depuis des dizaines d'années sauvé des millions de vies. Vous comprenez ce que je veux dire? Tout à fait. Et que, en gros, vous pouvez vous dire en termes tout simplement de communication, on ne peut pas dire tout à fait la vérité parce que sinon, on va créer un précédent extrêmement dangereux. Alors, je vous réponds clairement. Pour l'hépatite B, nous n'avons aucune arrière-pensée sur la preuve éventuelle d'une causalité pour la sclérose en plaques. Je ne dis pas pareil pour d'autres vaccins. Il y a d'autres vaccins qui ont eu des effets indésirables, pour lesquels vous avez vu l'année dernière, il y a eu une polémique sur le BCG, pour lequel
il y a eu pas mal de discussions. Bon, là, ça a été mis sur la table et les pédiatres ont été en première ligne pour dire il la faut peut-être pas pour tout le monde. Donc je me permets d'insister, vous engagez votre parole, vous dites, moi je n'ai aucun doute là-dessus. Complètement. Dans le domaine qui est le mien, c'est-à-dire de la vaccination de l'enfant, d'accord, et de l'adolescent, je n'ai aucune arrière-pensée comme la quasi-totalité des autorités de santé dans le monde, pas la quasi-totalité, la totalité des autorités de santé dans le monde. Est-ce qu'il vous est arrivé de discuter avec vos confrères, vos consoeurs, de dire, voilà parce que comme moi forcément, et comme nous, vous vivez aussi, vous ne vivez pas en vase clos, vous savez qu'on pose des questions et qu'il vient d'avoir des mises en examen. Est-ce que vous vous êtes dit entre confrères, est-ce que tu te poses des questions, est-ce qu'il peut y avoir un doute, enfin voilà, est-ce que c'est un sujet qui n'est pas tabou, ne serait-ce que dans les conversations entre professionnels? Vous comprenez le sens de mon... La démarche scientifique... Moi, j'ai des pharmaciennes qui m'ont dit « j'aurais jamais fait vacciner ma fille contre l'hépatite B ». Bon, alors, je trouve ça donc du coup perturbant. La démarche scientifique fait qu'il faut absolument se poser des questions. Et à chaque fois, se poser des questions. D'accord ? Maintenant, après, qu'est-ce qu'on a comme élément de réponse? Et en médecine, on a la chance que pratiquement tout est publié. Tout ce qui a valeur est publié. Et aujourd'hui, dans l'ensemble des publications dont on dispose aujourd'hui, on peut répondre, je vous ai dit, sur 12 études, il y en a une qui montrerait un surrisque, et encore, c'est la plus petite, et les 11 autres qui ne retrouvent aucune différence chez les vaccinés et chez les non-vaccinés. Je voudrais quand même faire 2 ou 3 petites précisions qui vont vous aider. Il y a 2000 scléroses en plaques qui sont déclarées tous les ans en France. On pense qu'il y a à peu près ce chiffre-là. Il y a entre 30 000 et 60 000 personnes. D'accord ? Et quand on regarde le gradient de ces maladies-là, on voit que c'est dans l'Europe du Nord où il y a le plus de ces maladies-là. Et qu'est-ce qu'on voit dans l'Europe du Nord? Qu'il n'y a pas de vaccination. D'accord? Quand on regarde des régions françaises, il y a un gradient nord-sud pour ces maladies-là. Aucun rapport. La couverture vaccinale du fait de campagnes irresponsables a chuté de façon considérable sans aucune variation de l'épidémiologie de ces maladies-là. Donc, j'allais dire, ces attaques on pose des problèmes de santé publique à l'inverse, c'est-à-dire finalement risque de décourager les gens de vacciner leurs enfants et aboutir à ce qu'on observe, c'est-à-dire une risque de remontée des cas d'hépatite B et de leurs complications. Qu'avons-nous, il y a au moins un ministre de la Santé qui a cru bon à un moment de se poser des questions, c'est Bernard Kouchner. Voilà, et de dire attention, il faudrait peut-être arrêter cette histoire-là. Donc il a dû être. On a au moins un ministre de la Santé qui a été anxieux et qui s'est dit tiens, il faut peut-être qu'on voit ce qui se passe. Le ministre de la Santé dont vous parlez n'a pas arrêté la vaccination. Il a arrêté la vaccination systématique dans les écoles. Tout en maintenant... Et il l'a maintenu chez les professions de santé, pour des raisons que tout le monde imagine. Non seulement il l'a maintenu chez les professions de santé, mais il a maintenu la vaccination généralisée dans les cabinets médicaux. Il pensait à l'époque qu'un interrogatoire excluant le risque familial de sclérose en plaques n'était pas possible dans le cadre de l'école, et c'est ça qui a été arrêté. Il n'a jamais arrêté, vous pourrez lui poser la question, la vaccination contre l'hépatite B. Jamais il n'a arrêté il a freiné son systématisme. Excusez-moi, ça veut quand même dire quelque chose. Il a freiné son systématisme dans les écoles. Mais pourquoi ? Alors, à l'époque où je pense qu'on était aux années 96... Moi, je m'acharne un peu sur vous en début d'émission. Non, mais vous pouvez vous acharner. Voilà. Vous aurez du répondant. C'est amical, voilà, oui. Il n'y a pas de problème. Au moment où il a arrêté, il a eu ce doute-là. Depuis, ce n'est pas 2 études, ce n'est pas 3 études, c'est 12 études qui sont venues confirmer, dont les 2 dernières ont été publiées en 2007 par les pédiatres neurologues français qui ont suivi la cohorte de 500 enfants atteints de sclérose en plaques en France. Et qu'est-ce qu'ils ont montré? Ils ont montré sur ces cohortes que ceux qui avaient déjà fait une première poussée de la maladie, le fait d'avoir été vaccinés n'a pas déclenché de nouvelles poussées plus que les autres. Ils ont démontré que ces enfants qui avaient présenté une sclérose en plaques, c'est des enfants qui ont en moyenne plus de 9-10 ans, ils n'étaient pas plus vaccinés pour aucun autre vaccin, ni y compris contre l'hépatite B. Alors, quand vous avez une étude comme ça, en 2007, qui est faite sur l'ensemble de la cohorte d'enfants atteints de maladies démyélinisantes, et que vous ne voyez aucun facteur apparaître, pour nous, la réponse est déjà donnée. Et je peux vous dire que je n'attends plus de nouvelles études, moi, parce qu'il y en a déjà eu 12, d'accord ? On va attendre une étude défavorable, bon, il y en aura 3 autres derrière qui seront favorables.
Comment vous pouvez vous imaginer que les autorités de santé américaines, dans un pays où vous savez que le juridisme est poussé presque à l'extrême, où les procès pour les médecins sont extrêmement nombreux, les autorités américaines continuent à proposer la vaccination. Vous voyez l'ensemble des pays d'Europe du Sud, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, vaccinent contre l'hépatite B sans que ça pose aucun problème. Comment vous pouvez vous imaginer que ça serait un problème spécifiquement français? Parce qu'un pays peut être initiateur, avoir raison avec les autres. Avant les autres, ça arrive de temps en temps. Et parce qu'on s'est retrouvé dans le passé, notamment dans des affaires de santé publique, avec des discours rassurants et lénifiants qui se sont avérés faux par la suite. Vous êtes d'accord avec moi? Initiateur depuis 20 ans, ça commence à devenir un peu long. Je veux dire que la polémique a été lancée en France dans les années 95-96. Nous sommes en 2008. Aucun pays ne nous a suivis. Pour tout vous dire, dans le domaine que je m'occupe, c'est-à-dire celui des maladies infectieuses et des vaccins, je peux même vous dire que nous sommes la risée des autres pays, parce qu'il y a eu d'autres polémiques sur des vaccins qui sont apparus dans d'autres pays. Alors, elles se sont effondrées. Nous sommes la risée, mais une nouvelle étape vient d'être franchie, en tout cas du côté de la justice. Je vous rappelle les chiffres, 20 millions de vaccinations, un tiers de Français concernés à l'époque. La campagne nationale incitait la population à se faire vacciner contre l'hépatite B. 70 millions de doses seront dès lors vendues. Ce vaccin était-il dangereux? C'est la question qui est posée. 2 laboratoires, en tout cas, sont poursuivis pour tromperie aggravée depuis jeudi dernier. Le point sur tout cela avec Florence Helleux et Ivana Juriza. Face à l'hépatite B, pas question de prendre de risques. 1994, la campagne s'affiche sur tous les écrans. Le virus de l'hépatite B est présenté comme aussi dangereux que le sida. L'hépatite B, se faire vacciner, c'est l'éviter. Il y a 10 ans, les premiers doutes sur l'innocuité du produit et jeudi dernier, enfin, les premières poursuites pénales contre les fabricants. 29 victimes se portent partie civile. Maître Ledoux est l'un des avocats. Là, vous voyez, on a le dossier de Madame Jean-Père, qui était comptable dans une maison de santé, qui a été vaccinée contre l'hépatite B. Et un mois après la première vaccination, elle a développé une première poussée de sclérose en plaques. Et à chaque rappel, régulièrement, un mois après chaque rappel, elle a subi donc une poussée de sclérose en plaques. Alors naturellement, elle n'a pas pu ne pas s'interroger sur le lien de causalité. 29 plaintes aujourd'hui, peut-être plus demain. À l'époque, les médecins vaccinent massivement en pensant faire le bien. On considérait cette vaccination comme très positive, et un bon exemple qui me concerne, c'est que j'ai moi-même vacciné mon épouse et mon fils. Donc, vous voyez, par cet exemple personnel, mais je crois qu'il concernait beaucoup d'autres médecins, on n'a pas eu peur de cette vaccination. La peur apparaîtra quelques mois plus tard avec les effets secondaires. La vaccination obligatoire dans les écoles sera suspendue, elle, au bout de 4 ans. Ce que j'ai suspendu et non supprimé, c'est la vaccination massive à l'école parce qu'on ne pouvait pas voir les familles, interroger les familles sur leurs antécédents, voir suffisamment les enfants, les interroger, à cet âge un peu frais, sur leurs antécédents neurologiques et en termes de maladies auto-immunes. Le lien entre vaccin et sclérose en plaques n'a jamais été prouvé scientifiquement. C'est pour publicité mensongère que les victimes attaquent aujourd'hui les laboratoires. Les laboratoires ont dramatisé les conséquences de l'hépatite, alors que, selon certains spécialistes, il n'y avait pas du tout de quoi dramatiser. D'ailleurs, en 1998, on a arrêté la campagne de vaccination massive. Donc, c'était soi-disant dramatique en 1994, ça l'est devenu beaucoup moins 4 ans après. Alors, pourquoi aurait-il dramatisé, sinon pour vendre les vaccins? 70 millions de doses écoulées. Un joli marché que se sont partagés 2 laboratoires, Sanofi Pasteur et GlaxoSmithKline. À l'époque, rien n'indique sur la notice d'utilisation les complications possibles du vaccin. Nous considérons avoir toujours communiqué au grand public, aux médecins, l'ensemble de l'information disponible sur le vaccin hépatite B, que ce soit en termes d'efficacité, qui n'a jamais été contesté, que ce soit en termes de sécurité, qui a toujours été démontré. Avant la mise sur le marché d'un médicament ou d'un vaccin, on mène des essais cliniques de surveillance, d'efficacité, de tolérance qui sont majeurs et qui ne cessent de s'accroître au fil du temps. Après, un médicament passe dans le domaine public
est administré à des patients qui ont d'autres traitements, d'autres pathologies et apparaissent des notifications particulières qui ne sont pas détectables au préalable. Pour l'instant, le vaccin est toujours en vente. Les laboratoires, dans leurs notices, mettent simplement en garde contre les effets secondaires. Alors, première question SMS de cette émission. Comment prémunir la société contre des traitements dangereux dont on ne constate les effets que 20 ou 30 ans plus tard? C'est une question d'ordre général que je vous pose et après, on arrive plus précisément sur la question de l'hépatite B. Qu'est-ce que vous répondez à ça, vous, Marc Girard? Comment prémunir? Je pense qu'on peut minimiser déjà l'exposition aux risques inutiles, c'est-à-dire que il ne faut pas sombrer dans la polémique sur la culture du risque zéro. Je vous prie de m'excuser, j'ai un peu un problème de voix ce soir. Je n'ai pas dû me faire vacciner assez. Mais si vous voulez, je crois que l'industrie pharmaceutique a trouvé depuis 20 ans le moyen extraordinaire de faire tomber les limites naturelles du marché, c'est-à-dire la maladie. Vous ne prenez pas un antimigraineux parce que si vous n'avez pas mal à la tête, oui, vous prenez une migraine. Au nom de la prévention. Alors la prévention, c'est un truc magique, c'est-à-dire que d'un seul coup, tout le monde dans cette salle devient un malade potentiel. Alors, l'histoire de l'hépatite B, c'est quelque chose de caricatural. C'est-à-dire, personne n'avait entendu parler de cette maladie. Sauf que c'est la base même de l'idée de la vaccination, de se prémunir contre un problème potentiel. Oui. Donc, alors là, on rentre effectivement... Alors voilà, vous posez bien le sujet. On rentre dans la question du rapport bénéfice-risque. Exactement. Et alors... on rentre là, et c'est ici que je vais déjà commencer à contredire mon confrère Cohen, on rentre là dans une évaluation technico-réglementaire du rapport bénéfice-risque. Et la question du vaccin contre l'hépatite B n'est pas de savoir si la science avec un grand S dit ceci, dit cela. La question très précisément est est-ce que le processus technico-réglementaire appliqué à ce vaccin a été proportionné aux bénéfices attendus et aux risques prévisibles. Alors, dit autrement, pardonnez-moi, vous posez la question de savoir si on nous a trop vaccinés de façon inutile. La dernière fois que j'ai rencontré mon confrère Cohen, c'était dans une émission comme ça. Et comme moi, je suis quelqu'un de très curieux et j'aime bien, il a une compétence qui n'est pas la mienne, il l'a dit. Et donc, on discutait hépatite B et je lui demandais, mais enfin, est-ce que vous voyez souvent des hépatites B graves chez l'enfant? Il est pédiatre, il l'a dit, il est infectiologue. Il m'a répondu, je pense que vous ne le contesterez pas, oui. Et je lui dis, mais vous en voyez souvent? Il me dit, oui, dans les milieux migrants. Alors, bon, la question, elle va de soi, c'est pourquoi on ne parle pas des milieux migrants? Ou si vous voulez, d'une autre façon, ça fait combien de temps, mon cher confrère, que vous avez vu une hépatite fulminante dans les milieux bourgeois de Neuilly, etc. etc. Ça, c'est la première chose. Ben, si vous lui posez la question, autant qu'il vous répond. Autant qu'il me répond. Voilà. Je vais vous dire, le nombre de cas d'hépatite B chez le jeune enfant est extrêmement faible. D'ailleurs, il y a une étude de l'INVS qui vient de sortir en décembre. Institut national de veille sanitaire. L'Institut national de veille sanitaire qui évalue le nombre de cas, nouveaux cas d'hépatite B par an en France à 600 cas, dont à peu près 10-15% qui surviendraient dans l'enfance. Donc, en termes de nombre de cas, c'est pas très important. Entre 60 et 80 cas. Voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que c'est pas tellement l'hépatite fulminante qu'on craint aujourd'hui. Ce qu'on craint le plus, c'est les formes chroniques de la maladie qui aboutissent au passage à la chronicité et à terme à un cancer du foie ou une cirrhose du foie, etc. Donc il y a les hépatites fulminantes qui sont relativement rares, vous l'avez dit, mais il y a en particulier chez le jeune enfant, une fois qu'il a été infecté, sa probabilité de passer à la chronicité est extrêmement importante. Et c'est surtout ça que... c'est ce dont on voulait protéger les enfants avec ces vaccinations maximalistes. Et c'est que je ne peux pas venir sur le fait qu'elles aient été maximalistes. Il est vrai que si vous allez en Asie du Sud-Est, avant que les programmes de vaccination étaient en place, il y avait 20 à 30% de porteurs chroniques d'hépatite B. À l'évidence, dans ces pays-là, la vaccination ne pouvait même pas se discuter. Notre discussion était ésotérique. Hein. On était à côté. Bon. Dans des pays de plus faible incidence comme la France, il est évident que
ce que vous signalez, que le nombre de cas prévenus est moins important que dans un pays où l'incidence de la maladie est élevée. Est-ce que ça valait le coup de vendre 70 millions de doses? Mais il a été... Et pour qui il a été décidé par nos autorités de santé, en évaluant à ce moment-là le rapport bénéfice-risque, que la vaccination généralisée des nourrissons, des enfants et des adolescents était nécessaire. Alors, on peut remettre en cause en permanence les décisions de nos autorités de santé, qui sont d'ailleurs, qui ressemblent à celles des Suisses, qui ressemblent à celles des Italiens, qui ressemblent à celles des autres. Mais néanmoins, on sait très bien que les programmes de vaccination ciblés que nous avions proposés avant n'avaient pas marché. Bernard Faux, qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire d'hépatite B? On en est où en plus même dans le dossier en ce moment? Je crois qu'il y a une chose qu'il faut comprendre d'abord, c'est que la justice en France, et particulièrement la justice pénale, elle ne se permet des intrusions dans le domaine médical, et particulièrement dans le domaine de la santé publique, c'est-à-dire de la santé de masse, qu'avec une extrême prudence et une extrême rareté. C'est une première constatation qu'il faut faire pour ne pas s'imaginer... On n'a pas des juges obsessionnels qui essayent de faire des coups pour dire « Tiens, je vais m'épargner autorité de santé ou un grand laboratoire. » La santé publique, c'est une chose qui est très exceptionnelle. La deuxième chose, c'est que les instruments du droit dont on dispose pour s'introduire dans ce domaine qui n'est pas le domaine favori de la justice pénale, les instruments dont on dispose, ils sont assez rares. On recourt aux infractions. Il faut des qualifications pénales pour faire du droit pénal. Alors, qu'est-ce qu'on a comme qualification pénale? Pas grand-chose. Quand il y a des morts, on a des homicides, toujours involontaires, bien sûr, parce qu'on n'est pas dans le cas où on a voulu tuer des gens. Des blessures involontaires, toujours involontaires, parce qu'on n'a pas voulu leur faire du mal. Et puis, on a d'autres infractions qui sont, j'allais dire, d'apparition ou d'usage plus récent, comme la tromperie aggravée qui a été mise en œuvre dans cette affaire. Exactement la question que j'allais vous poser. Pourquoi voilà. Alors, ce qu'il est très utile de comprendre, je crois, dans toutes ces difficultés juridiques dans lesquelles se trouvent les juristes, c'est qu'il y a deux types d'infractions. Il y a celles qui nécessitent qu'on démontre un lien de causalité entre un dommage, alors là, pour être clair, la sclérose en plaques, par exemple, et le fait d'origine, c'est-à-dire la vaccination. Exactement. Ça, c'est les blessures involontaires ou l'homicide involontaire. Et puis, il y a d'autres qualifications pénales qui sont aussi ces instruments de la justice pénale qui ne nécessitent pas la démonstration d'un lien de causalité. Et ça, c'est la tromperie aggravée. Et c'est dans ce cas-là, essentiellement, qu'on se situe pour ce qui est de la vaccination contre l'hépatite B. Alors, qu'est-ce qu'il en est matériellement? Exactement. Pourquoi est-ce qu'on en est venu? Pourquoi est-ce qu'un juge, et pas n'importe quel juge, le juge sans doute le plus expérimenté en France en matière de santé publique, en matière de droit pénal de santé publique, qu'est-ce qui l'a conduit à procéder à ces mises en examen? Ça n'est pas l'existence d'un lien de causalité entre des décès ou des maladies et la vaccination, pour ce qui est de la tromperie. C'est l'analyse de la situation d'une campagne vaccinale à un moment donné qui lui a permis de penser que le champ d'application de la vaccination, c'est-à-dire le nombre de personnes à qui on allait imposer la vaccination pour des raisons de santé publique, était éventuellement trop large. Et deuxièmement, c'est l'idée qu'on a peut-être sous-estimé les effets induits sur certains individus de cette vaccination. Et l'idée de la tromperie, c'est d'avoir présenté de manière erronée ou mensongère, on peut décliner tout ce que l'on veut sur ce registre, d'avoir présenté les qualités d'un produit pour en faire assurer la consommation par le public. La tromperie, c'est un délit du droit de la consommation. Oui, mais sauf que ça reste très grave, si c'est bien le cas. Mais c'est extrêmement grave, évidemment. Comme je le disais en début d'émission, je veux dire, on commence dans ce pays, et très honnêtement, je vous le dis, tant mieux, en ayant confiance dans nos autorités de santé, dont on sait très bien qu'elles ne veulent pas, a priori, nous faire du mal. C'est évidemment très grave, parce que le délit de tromperie aggravée, on peut l'utiliser pour une vente de pots de yaourt avariés, et là, on sait que les hypothétiques conséquences sont relativement limitées, au moins dans le nombre des victimes. Elles sont essentiellement intestinales, donc. Voilà, mais elles peuvent être... Là, on peut en rire, oui. Mais pour ce qui est de grandes campagnes vaccinales
qui produisent évidemment des effets, à la fois des effets économiques, vous avez rappelé le nombre de doses mises en œuvre, et en même temps des effets en termes de contraintes sur la personne des individus, puisqu'il s'agit malgré tout d'accomplir un acte médical sur un très grand nombre d'individus, on voit là qu'il y a des conséquences qui sont beaucoup plus larges. C'est d'ailleurs le propre de ces dossiers de santé publique, d'actes individuels qui produisent des conséquences sur des classes entières de population. Donc il faut bien intégrer l'idée que la tromperie aggravée ne nécessite pas la démonstration d'un lien de causalité. Mais, je pourrais m'arrêter là, mais la démonstration mérite d'être conduite un peu plus loin. Pour ce qui est des infractions, soit d'homicide involontaire, soit de blessure involontaire, là on va rechercher un lien de causalité. Et comment le recherche-t-on? Eh bien, on est contraint de le rechercher par des analyses, des expertises individuelles portant sur chacun des cas individuels soumis à la justice. Et à partir de ces expérimentations, de ces expériences sur chacun des individus, on peut déterminer s'il y a un lien inexistant, oui, un lien possible ou un lien probable. Et là, qu'est-ce qu'on a comme matière en ce moment qui puisse incriminer pour le coup? Alors, le juge d'instruction dispose, à partir des expertises individuelles qui ont été rendues sur chacun des plaignants, qui sont très peu nombreux aujourd'hui, parce que faire en plus d'une maladie la démarche judiciaire avec tout ce que ça impose comme contrainte, c'est quand même assez violent pour les individus. Parce que Robert Cohen nous a dit quand même en gros qu'on se foutait de nous dans le monde entier. C'est-à-dire qu'on nous prend pour des illuminés. Ça, je ne le crois pas. Et puis d'ailleurs, je crois qu'au contraire, on a une des institutions judiciaires qui sont parmi les plus respectées dans le monde. Et je doute fort que dans le monde, on se moque de l'action de notre justice. C'est pas ce que j'ai dit. Hein. J'ai dit en termes de... J'ai pas parlé de la justice. J'ai dit en termes d'implication que ça a en termes de santé publique. Vous venez de dire quelque chose de très... Pardonnez-moi, une grande partie de la planète, nous avez-vous dit tout à l'heure, ne comprend pas qu'en France, on se pose des questions sur l'immunité ou non du vaccin contre l'hépatite B. De la tolérance du vaccin contre l'hépatite B. Absolument. Absolument. C'est ce que je dis et ce que je persiste à dire. Et ce que vous avez dit, ce qui était très important, c'est que c'est pas la causalité du vaccin et de la maladie entre sclérose en plaques et hépatite B qui est mis en cause dans ce délit de tromperie. On est bien d'accord. Dans le délit de tromperie, ça n'est pas du tout la causalité. Sauf que vous connaissez, le juge Berthola Geffroy est une femme extrêmement compétente et très intelligente, et vous ne savez pas Enfin, elle a choisi cet angle de tir parce qu'elle le trouve légitime, mais on ne sait pas jusqu'à quel point elle va élargir ensuite il faut bien dire malgré tout que c'est généralement la première porte que l'on ouvre lorsqu'on envisage d'aller plus loin ensuite. Il faut être très clair, je crois, sur ces... Alors justement... Mais pour l'instant, soyons également très clairs, pour l'instant, c'est ça. Pour pouvoir être le plus clair possible et essayer de comprendre les intentions qu'il y a derrière tout ça, on va découvrir le deuxième reportage de cette émission. Avec cette question, que reproche-t-on finalement à ce vaccin contre l'hépatite? Eh bien, on l'a dit, de déclencher éventuellement des scléroses en plaques. C'est en tout cas la conviction de Patricia qui fut vaccinée 3 fois et affirme que ces vaccins sont à l'origine de cette maladie extrêmement mortelle et extrêmement invalidante. Le point avec Cécile Michard et Nicolas Baillargeau. Il y a 6 mois encore, Patricia pouvait faire quelques pas et tenir debout. Mais sa maladie, la sclérose en plaques, gagne du terrain par paliers. Chaque nouvelle attaque la laisse un peu plus faible, un peu plus handicapée. La première grosse crise, c'était 2001. 2001 ça a été... Quand ma fille est partie, la première fille. À chaque fois qu'il y a un gros événement, ça y est, c'est... Eh oui, c'est ça. C'est la maladie qui veut ça, il ne faut pas de contrariété. Alors. Ces maladies-là, elle est invalidante, alors donc ça va pas repousser. 12 années pour se retrouver cloué dans un fauteuil. Des vertiges, des rhumatismes, puis la paralysie. Moi qui cavalais dans les escaliers et tout, c'est démoralisant. Hein. C'est démoralisant physiquement et psychiquement. À 49 ans, Patricia est dépendante de son mari pour toutes les tâches du quotidien. Une rupture avec sa vie d'avant. Mère active, 4 enfants, secrétaire à Paris, elle était habituée à un autre rythme. C'est comme ça. Hein. Les doigts ne répondent plus. Surtout cette main-là, c'est à cette main-là que ça ne répond plus. La main droite, c'est celle que je suis droitière en plus. Cette maladie terrible s'est déclarée dans les jours qui ont suivi sa 2e vaccination contre l'hépatite B,
À l'époque, Patricia travaille dans un centre social où le vaccin est obligatoire. Alors, 17 janvier 95, 20 février 95 et ensuite 17 août 95. Et c'est là que vos ennuis ont commencé. Voilà. Il devait y avoir des vaccinations de rappel, mais on ne les a pas fait parce que ça allait pas. Bah, je m'écroulais comme ça, je prévenais pas. Les jambes les plus... Je tenais pas. Des complications, rien de plus selon les médecins. Il a fallu 3 ans et des dizaines d'examens pour mettre un mot sur ces troubles, sclérose en plaques. Une inflammation du système nerveux dont les causes sont méconnues. Les médicaments ne font qu'apaiser. Pour retarder l'évolution de la maladie, en fait. Ouais, voilà, pour stabiliser. C'est l'un des seuls traitements qu'on a aujourd'hui. Aucune expertise médicale ne permet de l'affirmer avec certitude, mais Patricia et son mari en sont sûrs. C'est le vaccin qui a déclenché la maladie. Pas d'antécédent familial, pas de prémisse avant 1995. Le vaccin, c'est le détonateur. Il y en a qu'on passe à travers, mais il y en a qui étaient peut-être un peu plus faibles que les autres, et puis ça a tout déclenché. Alors le couple a décidé de se lancer dans une bataille juridique et de porter plainte contre l'un des laboratoires qui a mis au point le vaccin contre l'hépatite B. Leur seule preuve, la coïncidence temporelle entre les injections et l'apparition des premiers symptômes. Elle est courageuse parce qu'on est là. Si on ne serait pas là, on sait très bien qu'elle ne serait plus là avec nous. Mais bon, quand on est là avec elle, elle est joyeuse, donc c'est le plus important pour nous. Aujourd'hui, l'espoir de Patricia, faire reconnaître son calvaire en justice pour elle et pour sa famille. Nouvelle question après ce reportage. Je croyais que le lien sclérose en plaques vaccin n'était pas scientifiquement prouvé. Pourquoi c'est mis en examen aujourd'hui? Je pense que c'est important de leur mettre une petite couche. Alors, les mises en examen qui ont été prononcées, pour tromperie, elles ne nécessitent pas qu'on démontre un lien de causalité. La tromperie, ça ne nécessite pas qu'on démontre un lien de causalité. La tromperie, c'est simplement le fait d'avoir présenté à des consommateurs un produit dont on a vanté certaines qualités qui n'existaient pas. Voilà, c'est ça l'objet du délit. Est-ce que les types de personnes qui ont porté plainte sont finalement dans la situation de ce couple que l'on vient de voir, avec les anxiétés qui sont les leurs, parce qu'ils ont fait vacciner leurs enfants aussi? C'est exactement, le reportage que vous venez de montrer est exactement un reportage qui montre la famille type où ce drame est arrivé. Alors, je crois qu'il y a une chose... En même temps, maître, juste une chose, l'honnêteté est importante, c'est de rappeler qu'aucun lien d'études de scientifiques pour l'instant ne montre une quelconque causalité et qu'eux-mêmes le reconnaissent sincèrement et en dépit de l'aspect très émouvant de ce qu'on vient de voir, ils ont la conviction que c'est... Alors, ils constatent des coïncidences de date, voilà. Cette conviction, elle peut être renforcée par des expertises médicales dans le dossier de l'instruction. Les experts qui sont conduits à examiner les patients disent si, selon eux, il y a un lien inexistant ou un lien possible ou un lien probable. Et on a toute la palette chez les victimes qui sont constituées. Oui. À partir du moment où des experts avancent qu'il existe un lien probable, on ne parviendra sans doute jamais à obtenir d'un expert médecin qu'il dise qu'il existe un lien certain. Je ne suis pas sûr que la certitude soit du domaine de la médecine. Or, le droit a des exigences de certitude. C'est d'ailleurs une des grandes difficultés du droit pénal de la santé publique. Mais vous allez trouver toute cette gradation, lien probable, lien possible, lien inexistant. À partir du moment où des experts judiciaires vous disent qu'il existe un lien probable, mais vous êtes évidemment dans cette attente d'une réponse judiciaire forte, dans l'attente que un juge vous dise « vous êtes victime de blessures involontaires causées par un tel ». C'est l'attente des victimes, vous comprenez? Mais ça ne veut pas dire qu'à chaque fois, elles aient raison. Il faut avancer avec une grande prudence parce qu'on peut retrouver toute la palette des situations et ça n'est pas nécessairement parce qu'une personne a développé une sclérose en plaques et qu'elle a été vaccinée que les deux sont en lien de corrélation. On vaccine des nourrissons. Oui, justement, je voudrais juste vous rappeler que le programme de vaccination, ce n'est pas les adultes, c'est les nourrissons,
les enfants et les nourrissons et les adolescents. Oui. Les adultes, ce n'est que les groupes à risque, c'est-à-dire le personnel de santé, on peut se piquer, etc., oui. Ou les professions, toute une série de professions qui a risque. Donc on est dans une vaccination ciblée chez l'adulte. Tandis que chez l'enfant, on est une vaccination généralisée parce que la vaccination est censée et a priori protège pour toute la vie et qu'elle n'expose pas aux risques tels qu'on les a vus là. Juste une chose, ça va durer combien de temps l'instruction? Ça va durer très longtemps, comme dans tous les grands dossiers de santé publique. Pardonnez-moi, mais il vous semblerait irréaliste, par exemple, de suspendre la vaccination pendant cette période? Je crois qu'il ne faut pas faire de lien direct entre... Parce que c'est la question que se sont déjà posées nos autorités et auxquelles elles ont finalement fini par répondre par non. Voilà. Puisque vous me demandez mon avis, je vais vous donner mon avis personnel. Ce n'est pas sur des qualifications pénales données lors d'une instruction pénale que doivent se prendre des décisions de santé publique. Parce qu'au stade de l'instruction pénale, on en est à des supputations qui peuvent se fonder sur des éléments plus ou moins concordants, plus ou moins graves. Sauf que s'il y a des condamnations au bout, on aura peut-être été confronté à un scandale sanitaire. Ah oui, elles seront au bout. Mais là, vous posez toute la question, toute la difficile question de la responsabilité politique qui pèse sur ceux qui ont en charge la décision en matière de santé publique, qui ne se confond pas avec les préoccupations du débat judiciaire. Et je peux très bien comprendre que face à un gros problème judiciaire comme celui qu'on rencontre actuellement, il puisse y avoir une réponse en termes de politique de santé publique. L'autorité politique a pris sa responsabilité. Moi, je n'ai pas du tout les éléments pour apprécier du point de vue de santé publique générale sur le territoire national les décisions à prendre, mais je pense que l'existence du procès pénal a bien été intégrée dans la décision. Marc Girard, en préparant cette émission, vous nous avez dit finalement l'affaire du vaccin de l'hépatite B, c'est peut-être pire que celle du sang contaminé. Alors, pour être simple, pourquoi? Et ensuite, est-ce que vous pensez que les pédiatres, par exemple, auraient raison aujourd'hui de suspendre ce type de vaccination, ou au minimum de ne pas les conseiller aux parents? Alors, pour répondre, il y a quand même je trouve qu'on est passé un peu vite sur le fait qu'il n'y a aucun lien de causalité, on est la risée du monde. Je voudrais quand même rappeler, d'une part, que l'étude qu'a mis le feu au bout, c'est une étude américaine, faite sur une base de données britannique. Alors, pour le problème franco-français, bravo. Je voudrais rappeler, deuxièmement, que moi, Marc Girard, je suis interdit de publication en France et que je ne publie qu'à l'étranger. Et que les étrangers sont extrêmement intéressés par ce type de dents. Donc, si vous voulez, je m'inscris fondamentalement en faux sur... je m'inscris en faux sur cette question que c'est un problème franco-français. Deuxièmement, il n'y a pas de lien de causalité. Là, c'est pareil, on a plusieurs études qui sont contradictoires. Alors, prenons la métaphore de l'instruction. Soit un juge d'instruction qui est confronté à 6 témoins. Il y en a 5 qui disent la version A, le 6e dit la version B. Est-ce que vous croyez sérieusement qu'un juge d'instruction qui dit « c'est la loi de la majorité, etc. », il va passer pour quelqu'un de sérieux? Ou est-ce que vous croyez sérieusement qu'un juge d'instruction va dire « oh ben il y en a qui disent A, il y en a qui disent B, bof, non-lieu ». Qu'est-ce qu'on demande au juge d'instruction? On lui demande de faire une évaluation de crédibilité de toutes les études, les unes par rapport aux autres. Alors là encore, je m'inscris en faux. Quand j'entends dire que l'étude de Hernan est la plus petite, je me demande si mon confrère la connaît. C'est de loin la plus grande et la plus solide. Alors, comment est-ce qu'on fait pour apprécier la crédibilité des études et au passage, comment est-ce qu'on fait pour apprécier la crédibilité des autorités sanitaires? Eh bien, les études, dans le monde scientifique, elles ont des principes aussi de déontologie. C'est-à-dire, il y a des études, l'industrie pharmaceutique, qui est une des forces financières majeures dans le monde moderne, a la puissance financière de faire des études, et même des études falsifiées. Dans les 12 études que M. Cohen cite... Vous dites qu'on a falsifié 12 études sous la pression de l'argent parce que... Dans les 12 études que cite M. Cohen, il y en a une, clairement, où l'agence a dit, communiqué de février 2000, que cette étude devait être rejetée, ce qui était une façon polie de dire que c'était une étude... Marc Girard, je vais être très concret. Est-ce que vous pensez que Robert Cohen est sous l'influence des laboratoires pharmaceutiques? Tout à fait. Et monsieur Cohen sait qu'on a déjà abordé ce problème. Moi, j'ai un bulletin de l'ordre des médecins de janvier 2008 où il est écrit que, nouvel règlement de déontologie, lorsque les médecins s'expriment lors d'une manifestation publique ou dans la presse écrite ou audiovisuelle, ce qui est exactement le cas,
Un intérêt. Vous avez commencé en disant que je travaillais pour l'industrie pharmaceutique, j'en suis très fier, mais je constate que quand je vais sur le site de la FSAPS, regarder les liens d'intérêt de mon confrère qui s'est présenté comme la voix de la science et de la science pédiatrique, je vois tout ça, liens d'intérêt. C'est pas présenté comme ça, c'est moi qui l'ai présenté comme ça parce qu'il l'est de fait, pardonnez-moi. Mais le conseil de l'ordre nous dit que c'est spontanément que nous devons prendre l'initiative de faire... Parce que c'est trop facile, sinon. Donc, si vous voulez... Tous les médecins... Si à chaque fois qu'un visiteur médical... Ce sont des questions qu'on aborde très souvent comme ici, mais si à chaque fois qu'un visiteur médical rentre dans le bureau d'un médecin, on doit après... Non, mais attendez, l'accuser de s'être fait suborner, c'est sans fin. Attendez. La vraie question, c'est est-ce que le vaccin est dangereux? Vous continuez de dire oui, vous? Attendez, sur les conflits d'intérêts, je note, il y a 10 ou 15 rémunérations personnelles. Sur le vaccin dangereux, oui, j'ai très simplement la réponse. Bon, il faut aller chercher les textes, hein, même en France. Oui. Quelle est la dernière estimation du nombre de scléroses en plaques en France avant la campagne de vaccination? Revue du praticien 1991, volume 41, page 20. Bon, je vous passe les détails, on vous dit 40% 1000 habitants, ça fait en gros 24 000 scléroses en plaques. Quelle est la première estimation des scléroses en plaques après la campagne de vaccination, revue du praticien, tiens donc, 2002, volume 52, page 500. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'on a caché les chiffres ou qu'on les falsifie? Ben non, répondez-moi. 60 000 Français. Et depuis... Ce que vous dites est tellement grave que le minimum est que, voilà... Revue du praticien, c'est pas le canard enchaîné. Bah, le canard enchaîné, ça peut être très sérieux, oui, hein, je signale. Si vous voulez, c'est pas là qu'on va chercher des on est d'accord. Robert Cohen, et on va passer aux hormones de croissance. Excusez-moi, là, c'est très grave. Oui, il vient de vous mettre en cause. Ce que vient de me dire, oui. Alors, il vient de se servir d'un processus qui est complètement à côté de la plaque. Moi, comme d'autres, je suis expert auprès de différentes agences. Et tous les mois, tous mes conflits d'intérêts potentiels sont signalés et sont expressément signifiés. Vous allez au site de différentes agences et vous avez les conflits d'intérêts de tout le monde. Mais les conflits d'intérêts sont publics. Qu'est-ce que ça veut dire, conflit d'intérêts? Merci de le préciser. Ça ne veut pas dire conflit d'intérêts. Ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, vous avez fait un travail qui, réflexion d'expertise, comme a été peut-être celle de monsieur, mais j'en suis pas tout à fait sûr, et ces conflits d'intérêts ne vous disqualifient pas. Et en l'occurrence, sur les vaccins de l'hépatite B ou sur des tas de vaccins... par exemple, avoir une rémunération chez Sanofi, pour être simple? Pas du tout. Bon, alors, c'est écrit 10 fois. Non, mais... attendez, vous pouvez dire 10 fois, mais les rémunérations, il n'y a pas de rémunération de chez Sanofi, ni de près ni de loin. Et de toute façon, ce n'était pas le problème. Mais c'est intéressant de voir à quel niveau on va, mais ça ne change rien. C'est ça où le jeu n'est pas régulier. C'est-à-dire que on demande aux gens de déclarer toutes leurs possibilités dans les 5 ou 10 dernières années, et alors que moi, depuis plusieurs n'importe quelle firme, et j'en ai jamais eu sur le plan de l'hépatite B. Cette mise au point étant faite, on va maintenant revenir au procès qui choque actuellement tous les Français. Dans les années 80, des enfants croissance. Ces dernières sont prélevées sur l'hypophyse de cadavres humains et face à la demande de familles désespérées, une machine infernale se met en place. Après 17 ans d'instruction, le procès vient donc d'ouvrir. Dans le box, 7 prévenus. Reportage Laurence Deleur, Joël Lefebvre. Ils sont arrivés avant même l'ouverture des portes du tribunal. Comme la famille Jolivet, tous ici ont perdu un enfant, un frère, une sœur. Des victimes d'une hormone de croissance contaminée par la maladie de Creutzfeldt-Jakob. C'est un procès hors norme qui s'est ouvert mercredi. 111 victimes, 17 ans d'instruction, 4 mois d'audience. Lui, c'est l'un des 7 prévenus, accusés d'homicide involontaire et de tromperie aggravée. Un vieillard de 85 ans. Le docteur Job dirigeait l'association chargée de la collecte des hypophyses à partir desquelles on fabriquait les hormones de croissance. L'argument de sa défense, le savoir médical de l'époque ne permettait pas de mesurer les risques encourus. C'est le procès de l'ignorance à ce moment donné. Et il est toujours très difficile de juger aujourd'hui, en fonction des connaissances qui sont les nôtres, ce qu'étaient les connaissances d'alors. Le dossier d'instruction bouclé par la juge Berthola Geoffroy est pourtant accablant. Il met en évidence un enchaînement de défaillances. Collecte sur des cadavres de personnes atteintes de maladies neurologiques.
protocole de fabrication non conforme, écoulement de l'eau contaminée. Quand on mélange des hypophyses pourries en laboratoire avec des hypophyses saines, ou en tout cas présumées saines, c'est également une aberration, c'est absolument horrible. Tout au long de quand on sait que la maladie existe en 1985, que des lots peuvent être contaminés et qu'on ne rappelle pas ces lots, qu'on ne demande pas aux malades de sortir ces lots de leur réfrigérateur, qu'on continue à les injecter, c'est absolument atroce. À la sortie, les familles sont éprouvées, mais satisfaites des chefs d'accusation. La seule chose qu'elles attendent à présent, c'est une condamnation. Des excuses non, et surtout pas de pardon, parce qu'on est incapable de les pardonner. On attend incapable. La vérité. Et on attend surtout que nos victimes aient le statut officiel de victimes, ce qui jusqu'à présent n'était pas le cas. Voilà. Tout à fait. Ce que vous ne voulez pas, c'est qu'ils continuent de nier, en fait. Ah bah, voilà, tout à fait, exactement. Tout à fait. Qu'ils reconnaissent le poids des responsabilités qu'ils ont engagées. Voilà. Quand on entend la liste qu'on a entendue ce matin, et vous étiez présente, c'est effroyable. J'espère qu'ils ont bien ouvert leurs oreilles, qu'ils ont bien écouté. Leur fils Emmanuel, l'aîné, est mort à l'âge de 29 ans pour avoir voulu gagner quelques centimètres. À l'adolescence, il était complexé par sa petite taille. Voilà donc Emmanuel, qui était un garçon extrêmement sportif et qui a été physiquement et psychiquement détruit par cette hormone de croissance. C'est un garçon qui ne pouvait plus s'alimenter seul, qu'il fallait faire manger, qui ne pouvait plus se lever, qui était devenu incontinent parce que ce sont tous les effets de cette dégénérescence sénile précoce. Et puis jusqu'à l'asphyxie et puis le choc cardiaque derrière. Et là, c'est terminé. Et dans les derniers moments, il ne pouvait même plus parler. Il y avait une perte de la vision. Il ne nous reconnaissait pratiquement plus. Il était déjà dans une sorte de coma, de semi-coma. Ce médecin qui s'est occupé d'Emmanuel, c'était le professeur Job lui-même, aujourd'hui l'un des deux principaux accusés. L'homme dirigeait la collecte des hypophyses, mais s'est bien gardé de le dire à la famille. Et face à eux, il a nié les risques de contamination. Il nous a montré un document en nous disant oui, il y a eu des cas en Amérique, mais évidemment en prenant grand soin de ne pas trop développer ni les causes ni les conséquences. Donc oui, ça a donné lieu à quelques incidents neurologiques, mais c'est vraiment lambda et en France on ne risque strictement rien dans la mesure où nous avons une autre technologie qui est parfaitement fiable et d'ailleurs le produit est fabriqué à l'Institut Pasteur. Alors, il est bien évident que pour nous autres parents, l'Institut Pasteur, c'était le label de la confiance et de la crédibilité. Dès 1980, le professeur Montagnier avait alerté Jean-Claude Job et l'Institut Pasteur, chargé de la fabrication de l'hormone de croissance, sur les risques de transmission de la maladie. L'instruction révèle que non seulement cet avertissement n'a pas été suivi d'effet, mais que la France a utilisé l'hormone de croissance d'origine humaine jusqu'en 1988. La plupart des autres pays l'ont interdit 3 ans plus tôt. Jeanne Goherian, j'ai une première question après ce reportage, en vous remerciant d'être présente ce soir. C'est est-ce que vous aussi, comme cette famille qu'on vient d'entendre, vous avez eu des doutes et vous êtes interrogé sur le traitement qu'on administrait à votre fils? Non, j'ai jamais eu aucun doute. Et moi, je préciserais que le traitement, on l'a voulu quand même. Oui. On l'a voulu, ce traitement. C'est très bien de le dire, oui, c'est important. Oui, c'est important parce que, bon, effectivement, il y a peut-être des enfants qui ont été traités et qui n'en avaient pas besoin parce qu'il y a eu quelques dérives, je le précise quand même, parce que l'offre a entraîné la demande et vice-versa. Oui. Mais moi, le traitement, nous l'avons souhaité, nous l'avons voulu. Et aujourd'hui, ce n'est pas le traitement lui-même que je remets en cause. Parce que les laboratoires industriels privés qui pratiquaient de la même façon, qui extrayaient l'hormone d'hypophyse de cadavres, n'ont pas de mort sur les bras aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on ne peut pas dire c'est le traitement, c'est la façon anarchique, l'amateurisme fou avec lequel tout ce système a fonctionné. Aujourd'hui, j'entendais au tribunal, chacun est venu présenter dans les mises en examen tout leur cursus, leur titre, professeur émérite. Bon, et je me disais, mais tous ces gens qui étaient quand même des gens haut placés, mais comment
ont-ils pu commettre autant d'imprudence? Dans la pratique, les méthodes usitées furent proprement scandaleuses, à l'exemple de la collecte des hypophyses orchestrée de manière sauvage dans les morgues par des employés rémunérés au pourboire qui, en dehors de tout contrôle, s'en allaient extraire les glandes crâniennes de tous les cadavres qui leur tombaient sous la main, parfois à l'aide d'une tringle à rideau. C'est établi ça aujourd'hui? Oui. Bien sûr, bien sûr. Comment c'est... Enfin, voilà, on se dit oui, comment... avec même des tuyaux enfin, il y avait des plombiers qui prélevaient les hypophyses, ils avaient fabriqué ça avec des tuyaux de chauffage central. Enfin, mais quand on rentre dans l'enquête pénale, l'instruction, elle a été longue, mais elle nous a appris des choses. Au début, moi, je n'étais pas dans cet état d'esprit. Autant, bon, j'aurais cru presque à l'erreur médicale. Mais non, on n'est pas tombé dans une erreur médicale. Là, on est tombé dans des dysfonctionnements énorme et c'est un drame qui n'aurait jamais dû se produire. La question SMS que je n'ai pas prise était la suivante, excusez-moi, c'est pourquoi l'instruction a-t-elle été si longue? Est-ce qu'on peut répondre à ça? On peut répondre, brève. Oui, on peut répondre très facilement. Elle a été si longue pour les familles dont les enfants sont morts au début des années 90, mais pour les familles dont les enfants sont morts en 2007, elle a été d'une extrême brièveté, l'instruction pénale. Il y a eu environ 10 enfants qui sont morts par an, si on veut faire une moyenne, si toutefois on peut faire des moyennes là-dessus. Et puis il faut voir que ce sont des instructions qui sont d'une extrême complexité juridique, scientifique. Il y a eu la loi Fauchon qui est intervenue, qui a modifié la responsabilité sur les infractions involontaires. Il y a eu le fiasco de l'affaire du sang contaminé qui est venu télescoper l'instruction de l'affaire des hormones de croissance. Il y a eu de multiples péripéties pendant 15 ans, mais il y a surtout eu ça. Il y a eu surtout 10 morts chaque année. Et pour chacun des morts, eh bien, il a fallu rouvrir un dossier et l'ajouter au dossier précédent. Ça cause à la justice pénale, qui est la justice des hommes, une extrême difficulté de gestion judiciaire. Et puis, quand on regarde a posteriori, ben on se dit effectivement, ceux qui sont morts en 1991, ben ceux-là, il y a longtemps. Mais ceux qui sont morts en 2007, mais il y a quelques semaines. Robert Cohen, vous nous avez dit tout à l'heure concernant l'hépatite C, la communauté que je représente ce soir, elle n'a pas d'état d'âme aujourd'hui par rapport à l'utilisation de ce vaccin. Est-ce qu'à un moment, vous les pédiatres, face à ces traitements, et c'est très bien que Jeanne Goherian l'ait rappelé, dont les parents étaient demandeurs, voilà, vous avez eu assez rapidement en revanche des questionnements ou des doutes. Comment ça apparaît? Alors, je crois que vous avez, ça montre bien la grande différence entre les deux choses. Ici, il y a une causalité qui est évidente. Qu'on ne peut pas mettre en cause. C'est-à-dire qu'on a transmis un agent non conventionnel qui est un prion quand on a administré une hormone. Donc là, si vous voulez, moi, je n'ai pas de doute sur le fait que la maladie soit liée à l'administration du produit. On est clair de ce côté-là. Et le problème, c'est que ces données sont venues au fur et à mesure des années, d'accord? Et c'est une maladie pratiquement qui n'existe pas ou pratiquement pas en dehors de cas d'administration dans ce type-là. On n'est pas dans l'autre cas de la sclérose en plaques, qui est une maladie qui est prévalente, qui existe dans le monde entier, vaccination ou pas vaccination. Et là, on revoit la dualité que vient de présenter Marc Girard, qui est responsabilité. C'est de dire d'un côté, vous n'avez pas d'industrie pharmaceutique et un bricolage qui a été fait comme vous l'avez dit, et de l'autre côté, on accuse de l'autre côté des firmes pharmaceutiques, des conflits d'intérêts, bref, n'importe quoi. Là, on est dans une vraie maladie liée à un mode d'administration d'un produit qui a été fabriqué dans des conditions que Madame a décrites, et de l'autre côté, on est dans l'absence de preuve de causalité absolument totale, d'accord, mais des procès qui ne sont pas du tout du même ordre. Comment expliquez-vous qu'on ait pu... pardonnez-moi, et alors là pour le coup, là, vraiment vous n'êtes pas responsable, mais comment expliquez-vous qu'on ait pu utiliser des méthodes de ce type, des tringles à rideaux pour extraire des hypophyses en filant des pourboires à des mecs? C'est quand même la matière que vous, médecins, après, allez devoir utiliser. On est bien d'accord. Ça vous tombez des nues, vous dites oui, on est dans l'activité humaine et là ce genre de choses arrive. Enfin voilà, comment vous réagissez à ça? Je peux vous dire que moi personnellement, je n'ai aucune compétence dans le domaine de l'extraction d'hypophyses, etc. Donc c'est quelque chose que je suis comme vous. Ce que j'entends là, je ne le comprends pas. Vous dites on est dans le film d'horreur là aussi. Je ne le comprends pas. Je ne suis pas assez dans le dossier. C'est quelque chose que je ne suis pas capable ni de comprendre ni de connaître. Donc clairement, donc j'ai pas d'explication sur ce point-là. C'est pour ça que les deux choses sont intéressantes pour moi à montrer, c'est que là, on est dans une causalité claire
démontré, je parle de l'administration du produit avec une maladie, d'accord? Je ne suis pas dans le jugement, je ne suis pas dans les causes, et de l'autre côté, on est dans la supposition, Je crois qu'il faut quand même se garder du confort des raisonnements. Dans l'affaire de l'hormone de croissance, on est dans les certitudes parce qu'on en est à la phase finale judiciaire. Hein. Mais pardonnez-moi, simple question, est-ce qu'on en est dans la phase finale oui, ou au contraire, pardonnez-moi, dans la bombe à retardement en ce qui concerne l'administration de ces produits? Est-ce qu'il peut y avoir des cas qui se déclenchent dans la durée? Bien sûr. Je vous parle sur le plan médical, pardon. Je reviens à vous, mais... Oui, bien sûr, il y a des nouveaux cas qui arrivent encore, malheureusement. Il y en a. On a une incubation qui peut aller jusqu'à 40 ans dans cette maladie. On a une incubation qui peut aller jusqu'à 40 ans. Mais bien sûr, c'est ça le drame, parce que tout le monde vit, enfin les jeunes qui ont reçu ces lots vivent avec l'épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et moi je veux les rassurer aussi, parce que c'est pas pour autant qu'ils vont tous développer la maladie. Donc il faut être très prudent en la matière. Hein. Mais je voudrais revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure. Il n'y a pas eu seulement la façon dont on a prélevé. On a prélevé sur des cadavres atteints de maladies cancéreuses, dans des hôpitaux psychiatriques, dans des hôpitaux gériatriques où 30% de la population avait des démences, des maladies d'Alzheimer. On a tout prélevé. Et quelle mère, quel père aujourd'hui aurait laissé faire ça s'il avait su l'origine du produit? C'est parce que la demande était forte qu'on a voulu suivre. Pardonnez-moi. La demande était forte. Est-ce que c'est aussi la demande des parents qui souhaitaient, et des enfants qui auraient pu souhaiter, enfin, qui a créé cette machine infernale? Je ne pense pas. Je ne pense pas que c'est... Parce que, bon, de toute façon, même s'il y avait une demande forte, il y a des normes à respecter, quelles que soient les professions. Moi, je crois que c'est plutôt le drame d'un système qui s'était mis en place et qui n'avait aucune règle, aucune norme. Je vais vous donner la parole tout de suite. Juste, est-ce qu'ils étaient chers, ces produits? Est-ce que ces traitements étaient chers? Et est-ce que ceux qui les vendaient ont gagné de l'argent avec? Il y a eu quand même des profits financiers pour certains. On a vu il y a un volet financier dans l'affaire de l'hormone aussi. Hein. Il y a un volet financier? Bien sûr. Oui, il y a un volet financier. Pour répondre directement à votre question, ça a généré évidemment un chiffre d'affaires. Ces produits, on faisait la culbute à chaque fois qu'on les vendait. Francis Epophyse à l'Institut Pasteur, de l'Institut Pasteur à la pharmacie centrale des hôpitaux, l'ensemble étant in fine financé en direct par la CNAM. Donc il y a eu effectivement des flux financiers qui, à la fin, au moment où la machine marchait au mieux de sa forme, si je puis dire, il y a eu des volumes financiers qui étaient loin d'être négligeables. C'est des produits très chers, financés en direct par la CNAM. Robert Cohen, vous vouliez... Oui, maître, vous avez dit qu'on n'est pas au bout de l'affaire pour l'hépatite B, vous avez raison. Mais je vous rappelle que les deux affaires ont à peu près la même longueur. C'est des affaires c'est pas ça que je disais. Je disais qu'il ne fallait pas s'enfermer dans le confort de la certitude qu'on peut avoir pour ce qui est de l'hormone de croissance pour examiner l'affaire de l'hépatite B. Et je dois dire que précisément, l'affaire de Mme Goherian est l'archétype de ce que je viens de dire. Parce que le cas de son fils, on a refusé pendant très longtemps de le rattacher à une causalité, c'est-à-dire à une cause du prion de la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Et c'est précisément... Pourquoi Qui ont et pourquoi? Eh bien ça, je pense qu'au cours du procès, ce sera mis au jour. Mais Mme Goherian, je pense qu'elle a les réponses à ça. Il y a deux raisons. D'une part, pour minimiser le nombre, puisque malheureusement, on a un triste record mondial. Et puis, parce que des propos m'ont été rapportés, je l'écris d'ailleurs dans mon livre, des propos m'ont été rapportés comme on n'allait pas indemniser tout le monde. On a ramené ça à une sombre histoire d'argent. Or, une mère qui a perdu un enfant, elle a besoin de la vérité. Rien n'est plus dur que la mort obscure. Mon fils est mort en se sachant contaminé. Il a vécu un calvaire horrible parce qu'on était en 92 dans une période où on n'avait pas les tests qu'on a aujourd'hui pour le diagnostic. On l'a opéré 11 fois la dernière année de sa vie avec des pauses de dérivation, on a externalisé son liquide céphalorachidien, on était complètement noyé. On me l'a torturé pendant 1 an. Mais j'en veux pas, ces médecins-là. Parce que ceux qui ont essayé de le soigner,
Ils ont tout fait pour essayer de le soigner. Et là, je voudrais bien préciser aussi que ce n'est pas le procès de la médecine qu'on fait aujourd'hui. Parce qu'on a eu quand même des gens fabuleux, des médecins, des soignants, des infirmiers, des infirmières. Moi, j'ai été entourée par une équipe médicale fabuleuse. Et ceux-là, je les remercierai jamais assez. Mais pendant que ceux-là, justement, se battaient pour sauver mon fils, quelques mandarins, imbus d'eux-mêmes, parce qu'il n'y a pas que l'argent, il y a aussi la toute-puissance des gens qui n'acceptent pas de s'en remettre en question. Ils détiennent la science. Pour eux, tous les avertissements qu'on peut leur donner, ils détiennent la vérité et ils n'écoutent personne. Et ils devraient un petit peu avoir d'humilité, parce que s'ils avaient eu un peu plus d'humilité, je ne pense pas qu'on aurait eu ce drame. On va passer aux questions SMS et Internet qui sont nombreuses. Pourquoi la France n'a-t-elle pas suivi les États-Unis et interdit les hormones naturelles en 1984 comme d'autres pays? Est-ce qu'on peut répondre à ça? Est-ce que vous vous êtes posé la question? Pourquoi la France n'a pas interdit plus tôt les hormones alors que c'était déjà le cas aux États-Unis? Oui, parce qu'ils pensaient encore une fois qu'ils étaient les meilleurs, qu'eux ne craignaient rien. Leur hormone était la meilleure. Les familles n'ont pas été alertées. Moi, j'ai appris la nouvelle en 92 au moment de l'annonce du monde. Excusez-moi, qu'est-ce que ça veut dire leur hormone était la meilleure quand on sait dans quelles conditions elles étaient prélevées? Oui, mais ils sont sûrs, encore aujourd'hui. Je crois qu'ils sont certains que ce qu'ils ont fait, c'était très bien. C'est ce qu'on commence à sentir au début des débats. Je suis sûr qu'ils sont aussi fiers. Je pense que c'est une attitude qu'on affiche. Mais je crois que ce qui a été le moteur de ça, c'est qu'il fallait faire quelque chose de français, avec un grand nom de la médecine française. Il fallait que ça soit l'exception française, que l'hormone française soit présente sur le marché. Alors que sinon, le marché, c'était pas du tout un marché français, c'était un marché des pays du Nord, avec des grands laboratoires pharmaceutiques ultra connus qui faisaient des produits sécurisés. Juste, parce que la question suivante correspond en gros à ça, c'est est-il vrai qu'on interdisait aux familles de se procurer de l'hormone dans des pays étrangers? Ah oui, on a établi une espèce de monopole national franco-français avec une même de l'hormone de synthèse, nous disait-on. Oui. Alors l'hormone de synthèse, on a vu les pires horreurs écrites sur l'hormone de synthèse, qu'elle donnerait toutes les maladies, qu'elle avait toutes les déviances, que c'était le truc à pas laisser entrer sur le territoire national. Et si bien que l'hormone de synthèse, on en a reculé l'utilisation sur le territoire français jusqu'en 1988. C'est ce qui est effarant, alors qu'on en connaissait déjà l'existence et de l'application en 84. En deux temps, parce que je voudrais qu'on prenne d'autres questions. Une petite précision. Vous avez dit, est-il vrai qu'on interdisait aux familles? On n'interdisait rien aux familles, puisque l'hormone était attribuée par Francis Profis, les dossiers étaient étudiés par eux, et c'est eux qui faisaient également la distribution. Donc nous, on ne savait pas ce qu'on allait recevoir. C'était du Francis Profis, c'était du Cabis, c'était bon. Oui. Voilà. L'origine, vous connaissez la destination, mais en aucun cas l'origine du produit. Absolument. Vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, je pense qu'on peut répondre par un parallèle qui permet de réfuter ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire, on peut poser exactement la même question. Pourquoi est-ce que le vaccin français, qui a vacciné la moitié de la population française, personne n'en a voulu à l'étranger, sachant en plus que ce vaccin a été fabriqué initialement par l'Institut Pasteur. Alors, opposer, si vous voulez, l'amateurisme dans un cas... que vous revenez au vaccin de l'hépatite B, mais c'est pour ceux qui nous écoutent. C'est encore une contre-vérité. C'est pas une contre-vérité. Que vient de me dire monsieur C'est pas une contre-vérité. Le premier vaccin qui a été fabriqué est effectivement un vaccin français, mais les autres vaccins qui ont été vaccinés, ceux qui ont le plus été utilisés dans le monde étaient des vaccins internationaux fabriqués par des firmes étrangères et autres. Pardonnez-moi, mais pour l'instant, je ne refile pas sur les histoires d'hépatite B parce que les questions portent sur l'hormone de croissance. Est-on sûr que l'hormone de croissance de synthèse est exempte de tout risque? Est-ce qu'on le sait, ça? C'est un médicament, donc personne ne peut jamais dire à l'avance un médicament, mais on n'a surtout pas le risque de la transmission de la maladie de Creutzfeldt-Jakob. C'est pas du tout... Moi, je voudrais rassurer aussi les jeunes qui sont traités aujourd'hui, parce que c'est des traitements qui sont quand même nécessaires pour certaines familles. Il ne faut pas décourager tout le monde. C'est pas parce qu'il y avait quelques jeunes qui ont eu ce traitement pour des questions de confort ou pour prendre quelques centimètres de plus. Il y a quand même des jeunes qui avaient des pathologies tumorales avec des déficits complets hypophysaires, il y avait des hypoglycémies sévères, il y avait des syndromes de Turner. Donc il faut comprendre que ces jeunes ont besoin du traitement. Vous voulez confirmer ça? Oui, tout à fait. Je veux dire que l'hormone de croissance synthétique ne partage pas le risque de Creutzfeldt-Jakob, puisque ce n'est pas extrait d'humain. Par contre, c'est un médicament, comme vous le précisez, dont les indications
existent, sont précises et qu'il faut utiliser selon la bonne utilisation, le bon usage de ce type de produit. Après, ça s'expose à ça. Sait-on qui a reçu les lots contaminés ou tous les patients vivent-ils dans l'angoisse de découvrir qu'ils sont malades? Alors ça, c'est une question qui, éthiquement, pour nous, avocats, a été une des questions les plus difficiles, centrale. Une question fondamentale dans l'exercice de notre profession. J'espère d'ailleurs ne plus jamais avoir à me retrouver dans une telle situation, parce que c'est une situation terrible pour un professionnel du droit qui n'est pas tellement préparé au départ à cette... La question est, nous disposons de la liste des personnes qui ont reçu l'hormone de croissance pendant la période que la justice qualifie de période à risque. Oui. Et nous savons évidemment qui sont ces personnes. Et nous avons été, dans nos cabinets, sollicités évidemment par des gens qui nous ont posé cette question. Bien sûr. Est-ce que moi je suis sur la liste? Et la réponse éthique que moi j'ai cru devoir donner, c'est « je ne sais pas ». Je ne sais pas. Et est-ce que si ces personnes se tournent vers l'association, voilà, on est très sollicité à ce sujet-là. Alors, nous, on reste très clair, on ne se substitue pas au corps médical. Il est vrai que quand une famille appelle et que vraiment on sent que tous les premiers signes sont vraiment là, et ça, je peux vous dire qu'on ne se trompe pas beaucoup, là, on dirige vers des médecins, vers des neurologues, on conseille d'aller voir un médecin. Et puis, parfois, on rassure, parce qu'il y a des gens qui s'imaginent, dès qu'ils tremblent un peu, dès que, bon, qu'ils ont la maladie. Alors, il faut aussi rassurer. Il faut savoir que j'ai récemment, hier encore, un journaliste qui me disait « Est-ce qu'on pourrait avoir des témoignages de jeunes et allant un petit peu mieux dans la maladie ?» Non, ça n'existe pas. La maladie, quand vous l'avez, elle évolue d'un seul tenant jusqu'à la mort. Donc, il faut être très précis. C'est pas parce qu'on aura quelques petits troubles que c'est forcément la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Et notre rôle à nous, en tant qu'association, même si on a ces informations, c'est que dès qu'on sait qu'on est sur un jeune qui a ce risque et qu'il y a quelques troubles inquiétants ou peut-être, mais pas justifiés, on les dirige vers les médecins, vers les neurologues qui peuvent les conseiller. Comment le prestigieux Institut Pasteur a-t-il pu laisser faire cela dans ses murs? Est-ce que vous répondez à cette question? Oui, ça, je crois qu'il faut aussi se garder de jeter l'anathème sur les grandes institutions de santé. Je crois que c'est une erreur. Un procès pénal, on le voit bien d'ailleurs, on l'a vu aujourd'hui, on le verra la semaine prochaine, on le voit tout le temps au cours de nos audiences, c'est des attitudes individuelles. Ce sont des hommes qui se sont mal conduits dans l'exercice des fonctions qui étaient les leurs. Mais dire que c'est l'Institut Pasteur qui s'est mal conduit, ça n'a aucun sens. C'est au sein de grandes institutions... Pour moi, comme pour la majorité des Français qui nous écoutent, le Pasteur, c'est pour ça que je disais en début d'émission qu'il faut commencer par croire nos autorités de santé. Enfin, c'est un symbole, c'est une maison respectable. Sauf qu'il y a un moment où cette maison respectable, il s'y passe des choses qui ne le sont pas. Donc ça veut dire au minimum, tous les gens qui ont un compte à la Société Générale ne vont pas le vider du jour au lendemain en ce moment. Mais en même temps, c'est légitime qu'ils se posent des questions sur la façon dont les économies sont gérées. C'est d'autant plus grave et fautif d'avoir accompli ces actes dans des grandes institutions dans lesquelles les Français doivent mettre toute leur confiance, parce que ce sont des grandes institutions qui sont indispensables pour la santé. Je vous demande votre conviction à vous, ces scandales sanitaires à répétition sont-ils dus avant tout au poids des lobbies pharmaceutiques? Non, là je crois que c'était dans l'affaire de l'hormone de croissance des comportements individuels. Pour ce qui est de la vaccination anti-hépatite B, les mises en examen qui sont intervenues sont peut-être plutôt en train de mettre en évidence des dérives commerciales. Merci infiniment les uns et les autres d'avoir participé à cette émission. Rediffusion comme d'habitude sur le câble et le satellite aux alentours de 22h30. Et vous retrouvez lundi toute l'équipe de C'est dans l'air avec Thierry Guerrier pour une nouvelle émission. Bon week-end sur France 5.